Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre deuxième épisode des Conversations de Winnie. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, mais avant toute chose, permettez-moi de s'excuser un peu. On a tardé pour le deuxième épisode, on a pris notre temps pour bien se préparer. Et comme je vous le disais, les Conversations de Winnie, ce sera des échanges avec des invités différents sur des sujets différents de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai un honneur pour moi, après la première émission, je pense que vous avez regardé avec Fabrice. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, un invité spécial, je dirais. C'est un honneur d'être avec lui pour moi. Je vais lui laisser le temps de s'introduire, mais c'est Dr Alphonse Lugambalala qui peut-être va bien s'introduire que moi, avec plusieurs étiquettes, mais c'est aussi un homme politicien et les détails, il va plus nous dire qui il est. Bonjour monsieur Dr Alphonse. Bonjour Winnie. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'inviter dans les Conversations de Winnie. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici chez nous dans les Conversations de Winnie. Donc, bienvenue. Merci beaucoup, oui. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci, comme je le disais, à les personnes qui vont nous regarder. Dr Alphonse Lugambalala, c'est qui pour la personne qui te regarde aujourd'hui, avant qu'on entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui? Merci. Qui je suis, c'est parfois assez difficile de s'introduire, mais je vais essayer. Vous m'appelez docteur, c'est parce que c'est ma profession, c'est ce que j'ai appris à l'école. Je suis chirurgien dentiste, oui. Spécialiste en pathologie bucco-dentaire et chirurgie. Et ça, c'est le cursus académique que j'ai fait dans trois différents pays, jusqu'à avoir la spécialisation. Et j'ai fait, je dirais, des activités au niveau du pays qui sont un peu en dehors de cette profession. Oui. C'est-à-dire mes autres hobbies, mes autres activités. C'est d'abord, je dirais, j'ai commencé par le football. Oh, okay. Oui, j'ai été joueur de football au niveau du club Prince Louis du Burundi. Oui. J'ai entraîné cette équipe, j'ai aussi présidé ce club. Et puis après, j'ai été au niveau de la fédération de football du Burundi, oui. Où j'ai occupé, le premier poste que j'ai occupé, j'étais secrétaire général de la fédération de football, et puis président de la fédération de football. Ça, c'est dans les années 90, d'accord. Jusqu'en 92. Mais au niveau de la fédération, même quand j'ai quitté le poste de président, j'ai été au gouvernement. Oui. Ça, c'est en 94. J'ai été en tant que ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Oui. Et avant d'être ministre, j'ai été au niveau de la société civile qui commençait à peine. Et je pense que nous sommes parmi les premiers à avoir initié des associations de la société civile. Oui. C'était la Ligue des droits de l'homme ITECA. J'en suis membre fondateur. Et nous étions à 10 lors de l'agrément de la Ligue ITECA, qui heureusement continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande satisfaction pour nous. Très grande. Et après, durant ce temps-là, les activités sportives de la société civile et puis aussi de la politique
C'était très intense durant cette période, je dirais entre 89, 90 jusqu'à 93. Et j'ai fondé aussi un parti politique avec d'autres amis. Le parti politique existe toujours. Oui. Mouvement socialiste panafricaniste Inkinzo y'Ijambo ry'Abarundi. Cette orientation panafricaniste, principalement, je l'ai acquise surtout parce que j'ai étudié dans des pays africains. Au Sénégal d'abord, où j'ai eu mon diplôme de médecin dentiste. Et puis en Algérie, où j'ai eu ma spécialisation. Oui. Parce qu'en anglais, on dit PhD. Et là j'ai vraiment été formé sur le plan politique dans ces deux pays, qui sont des pays connus en Afrique pour cet aspect panafricaniste, lutte pour la libération des pays africains. Et voilà comment je suis vraiment entré en politique. D'accord. Personnellement, je dirais par la grande porte, parce qu'il y en a très peu qui ont un parcours d'éducation politique avant d'entrer en politique. Voilà, très brièvement, je dirais ce que je suis. J'ai été marié, j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant. Pas de petits-enfants encore? Les petits-enfants sont en route? Non, pas encore, peut-être en route. D'accord. Vous nous avez dit qu'en 1994, vous étiez ministre. Oui, j'ai été ministre, d'abord dans le gouvernement de Nadia Amira, et puis après dans le gouvernement d'Ivanonganya. Dans le gouvernement de Nadia Amira, c'était pour une période de... Vous savez, il a passé juste un mois. Et l'autre Nivanonganya, jusqu'à fin 95. Une année? Une année, oui, une année. D'accord. Oui. Le sujet d'aujourd'hui, parce que vous savez, l'émission, oui, c'est les conversations de Winnie, mais j'ai un thème chaque jour. Et comme il vient de nous le dire, on a la chance d'avoir aujourd'hui un livre bibliothèque avec nous. Pour moi, je vais essayer en tout cas de très bien exploiter l'opportunité qu'il vient de m'offrir. On lui posa beaucoup de questions. Je vous ai dit, la première émission, je n'ai pas dit ça. La politique, c'est un sujet qui m'épate. Et je crois que mes émissions, principalement, ça va être basé sur ça. Donc aujourd'hui, j'ai un thème avec... un thème qui vient de me passer plusieurs années en tête. J'ai eu l'honneur d'avoir une personne qui a eu un grand parcours en politique. Donc, pour moi, tu es très bien placé pour ce sujet. Et le sujet, c'est le Rwanda et le Burundi. Okay. C'est vrai, vous nous avez dit que vous étiez dans le gouvernement burundais. On est burundais entre-temps, nous deux. Même si l'émission c'est au Rwanda, on est à Kigali, mais on est burundais. Pour moi, le premier sujet, parce que l'émission sera tellement enrichissante qu'on va faire deux parties. La première partie, c'est le Burundi et le Rwanda. Quand je dis le Burundi et le Rwanda, pour moi, Winnie Nkurunziza, je dis toujours, on est frères et sœurs. Quand un Burundais s'exprime, le Rwandais entend la langue, vice-versa. Pour moi, on est des pays, à l'école, on a fait l'histoire, on a été colonisé par... On est un seul pays, mais avec le temps, ça... D'accord. Donc, la première question, c'est l'histoire. L'histoire, parce que le parcours, même si je crois que tu n'as pas abordé ça, en tout cas, le mot histoire, ça rime avec ton nom. Il va mieux expliquer. Quand je dis le Rwanda et le Burundi, c'est vaste, mais je sais que vous comprenez de quoi il s'agit. Oui. Donc, c'est ça ma première question. Dans tes mots, ton expérience, le Burundi, quand on dit le Burundi et le Rwanda, vous entendez quoi? Juste parce que vous venez de le dire, l'histoire m'a passionné depuis très longtemps. L'histoire,
de mon pays d'abord, le Burundi. Oui. Et vous ne pouvez pas chercher à connaître l'histoire du Burundi sans aborder l'histoire du Rwanda. Effectivement. Parce que ces deux histoires sont liées. C'est comme si vous parlez de l'histoire de l'Europe, par exemple, vous parlez de l'histoire de la France. Ouais. Vous ne pouvez pas parler de l'histoire de la France sans toucher aux pays voisins, qu'ils soient anglais, allemands, espagnols. Et ils ont une histoire quasi commune pendant des siècles. Si on parle de Charlemagne, il a régné sur ces pays. Si on parle de Charles Quint, c'est ça. Et ici, dans la région des Grands Lacs, notre histoire est pratiquement commune. Alors, ce que éventuellement je n'ai pas dit dans la présentation, c'est que j'ai fait la politique directe jusqu'en 2004. Oui. Et à partir de 2004, à cause de ce que j'ai considéré comme un échec personnel et collectif, l'accord d'Arusha, je me suis rendu compte qu'il ne pourrait pas être réellement appliqué pour la réconciliation du Burundi. Et je me dis que je devais m'éloigner de la politique pour réétudier le Burundi, réétudier le Burundi. Et c'est comme ça que je me suis plongé dans l'histoire de notre région. Et je suis arrivé à la conclusion que l'histoire du Burundi ne peut pas réellement se connaître dans ses racines si on ne l'aborde pas dans toute la région des Grands Lacs. Okay. Parce que j'ai eu l'information dans mes recherches que à partir de la langue, on peut connaître plus ou moins les peuples qui ont vécu longtemps ensemble. Et les pays, les royaumes des Grands Lacs, principalement, les linguistes disent qu'ils sont les mêmes parce que leur langue, la racine des mots, ont très peu de différences. Oui. Et si vous parlez le Kiganda, le Ruganda, parce qu'on dit le Ruganda, Urunyankore, Urutoro, Urunyoro, Ikirundi, Kinyarwanda, Igishi, plutôt Amashi, c'est je dirais la seule langue où on utilise le préfixe ma, tandis que chez les autres c'est ru ou bien ki. Oui. Pour dire Ururimi. Et les racines des mots de ces différents royaumes sont très très proches. Il n'y a que, d'après les linguistes, que 25% de différence. Ce qui veut dire que si vraiment ici dans cette région on voulait avoir une même langue, ça serait très facile à partir des racines. Donc étudier ces royaumes m'a aidé à comprendre que nous étions réellement très proches, que ce soit sur le plan de la culture, sur le plan de la spiritualité. Ici au Burundi, on parle de Kiranga Ryangombe, au Rwanda, et au niveau de Nkore, Buganda, c'est Wamara. C'est presque le même personnage qui a des noms différents, mais l'histoire est la même, est vraiment la même. Donc le personnage qui a révélé la Imana, Katonda, chez les Baganda, et Ruhanga chez les Banyankore, les Batoro. C'est donc une même histoire. Et malheureusement, que ce soit ceux qui se lancent en politique dans notre région,
et au niveau de l'éducation même, cet aspect-là, on n'allait même pas en avant. Parce que c'est par l'histoire que les gens peuvent se rendre compte qu'ils sont les mêmes. Et donc, vous avez bien fait de prendre ce sujet, parce que c'est un sujet extrêmement important. Oui. Et si on en vient, je dirais, au Rwanda et au Burundi, et là aussi, il est difficile de parler du Rwanda et du Burundi sans parler de Ngore, sans parler de Abasukuma, du côté de Mwanza, sans parler des Bashi, parce que tous ces royaumes ont eu des interactions, soit par des guerres. Si on vous dit par exemple que le Rwanda a été occupé par Abatoro pendant une dizaine d'années, et le roi du Rwanda avait fui, c'est vous montrer que quelque part, il y a eu beaucoup d'interactions. Mais si on vous dit que les rois du Burundi et les rois du Rwanda échangeaient, comment dire, avaient des relations entre elles dues aux femmes. Par exemple, le roi du Rwanda venait prendre une épouse au Burundi, le roi du Burundi la même chose. D'accord. Au niveau du Rwanda, de l'autre côté, du nord, en Corée, la même chose. Ou bien au Wushi, la même chose. Donc, ce sont des interactions qui ont eu lieu toutes ces années-là. Et que malheureusement la colonisation est venue casser. Oui. Et là, il faut vraiment se rendre compte que la colonisation a eu un impact énorme au niveau de notre région. D'accord. Voilà comme introduction, si je peux dire. Et sur ce point aussi, vous venez de nous dire, on est semblables, mais il y a un point de rupture, la colonisation. Pourquoi la première question était d'histoire? Parce que quand je dis le premier sujet, le thème d'aujourd'hui c'est le Rwanda et le Burundi, mais c'est un peu vague aussi. Je viens ici pour parler des relations entre les deux. Même s'il vient de nous expliquer, on est les mêmes, c'est vrai. Moi je dis personnellement, on est des frères et sœurs. Mais il y a eu un point de rupture, la colonisation. On ne va pas retourner en histoire, vous allez m'excuser. Il faut aller vous documenter, mais je vais entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les relations entre ces deux pays, même si la colonisation est derrière nous, moi personnellement, je ne dirais pas que les relations sont bonnes, d'après moi, parce qu'on a beaucoup de preuves. Aujourd'hui, les frontières sont fermées. Et avant qu'on dise pourquoi ou selon toi, pourquoi tout ça a été déclenché par quoi? Comment on est arrivé ici? Parce que si vous venez de nous expliquer qu'on est semblables, oui, il y a eu un point de rupture qui s'appelle la colonisation. Nous tous, on a appris ça à l'école, mais la colonisation est déjà loin. On est en 2025, mais ça n'empêche que les relations ne sont pas bonnes. Parce qu'aujourd'hui, si je veux aller au Burundi, je suis au Rwanda, les frontières sont fermées, je passe par où? Comment est-ce qu'on est arrivé là, sur ce... Oui. Bon, c'est assez large. Oui, c'est large, mais je veux que vous allez structurer ça à votre manière. Et surtout la réponse, parce que... Oui, je comprends. Je dirais, je ne sais pas si c'est un défaut ou quoi, mais je dis toujours à ceux qui m'écoutent que ma formation de médecin, faisant de la politique, m'a amené à toujours m'interroger sur la cause, la cause directe d'un événement ou d'une situation. Ou d'une maladie. Parce que si vous ne connaissez pas la cause, il vous sera très difficile de chercher une réponse. Voilà, effectivement. Et si on cherche la cause de cette problématique relationnelle entre le Burundi et le Rwanda, il faut aller loin. Au niveau de la colonisation. Parce que la colonisation nous a formatés de la même façon. C'est vrai. Et nous a formatés sur base d'une identité fausse.
elle a amené des concepts de race. Oui. Et le concept de race, les races hamites et les races bantoues, c'est qu'à leur époque, quand ils sont venus ici dans les années 1800, fin 1800, début 1900, c'est la problématique des races en Europe était déjà là. Ouais. Ce qui va se traduire d'ailleurs par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout par la stigmatisation de la race aryenne, la race pure, et la race juive impure et tout ce que vous voulez. Ouais. Et ça, c'est arrivé aussi chez nous. D'abord, ils disent, OK, les civilisations que nous voyons dans la région des Grands Lacs, qui sont de très grandes civilisations, des royaumes bien organisés, disent non, ce n'est pas possible que ce soit des Noirs qui aient fait ça. D'où la théorie complètement farfelue. Aujourd'hui, aucun scientifique, chercheur, historien ou anthropologue ne peut parler encore de cette question de Hamite, parce que c'est complètement idiot. Merci. Et donc, et qu'il y a les Hamites qui sont venus civiliser cette région et que ces Hamites sont proches des Blancs, etc. Et qu'il y a alors les races inférieures, les Bantous, et cette théorie a grandi. Et cette théorie a été, comment dirais-je, utilisée en disant les uns Tutsis c'est Hamites, les autres Hutus c'est Bantou. À partir de là, c'est la maladie dont je parle toujours mais que les gens n'ont pas encore compris, c'est l'aliénation identitaire. D'accord, qui veut dire? Qui veut dire que en nous amenant cette théorie Hamite Bantou, on nous aliène identitairement et nous acceptons. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent oui, moi je suis Hamite, je ne suis pas Bantou. Mais si on leur dit, mais vous n'êtes pas des Barundi, vous n'êtes pas des Banyarwanda. Vous avez fait plusieurs siècles ensemble. Oui, permettez-moi de t'interrompre un peu. Oui. Soyons, on dit des choses comme ils sont. Parce que si une personne regarde aujourd'hui et qu'il entend les Hamites il ne va pas comprendre. Je comprends que la cause, ça vient de là. Parce que je crois qu'en tant que médecin, si aujourd'hui j'ai mal à la tête, je peux avoir, oui c'est la tête, je prends du paracétamol, mais en allant chez le docteur, il me dit, même si c'est la tête, tu as peut-être mal aux dents. C'est ça. Donc la tête a été causée par le dent. Ça, je comprends. En tout cas, il y a quelque part la colonisation. En tout cas, il n'y a rien de beau dans la colonisation. Mais on a peu de temps, à cause de l'émission. On ne va pas... La colonisation, elle est là, aller se documenter. Mais si un jeune aujourd'hui nous regarde, un jeune de 15 ans, ou des personnes comme nous, âgées ou moins âgées ou plus âgées, maintenant, on va dire les choses comme elles sont. On est passé par la colonisation, c'est fini. Aujourd'hui, on va dire les termes comme ils sont en disant Rwanda, Burundi. Qu'est-ce qui... Si un jeune de 15 ans, tu vas lui dire quoi? Pourquoi il a ses parents? Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de couples entre-temps. Je peux avoir une maman burundaise, un papa rwandais. Je peux avoir une maman rwandaise, un papa burundais. Oui. Donc ce jeune de 15 ans aujourd'hui qui a les deux parents, mais qui entend que pour aller chez les grands-pères, les frontières sont fermées. Oui. Maintenant, on entre dans la pratique. Parce que la théorie, ça va nous prendre 3 jours. Et l'émission, ça va prendre... Mais ce jeune de 15 ans, qui ne peut pas aller visiter mamie et papy, tu l'expliques comment? Dans ces termes. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où, justement, il y a probablement un problème d'approche, d'un problème. Ce jeune-là, si je lui parle de l'origine, il ne va peut-être pas comprendre immédiatement. D'accord. Mais si je lui parle de l'origine, c'est pour lui dire, si tu veux une solution, pars de là. Une autre remarque, c'est que souvent on dit la colonisation c'est fini.
Moi, je dis non, elle n'est pas finie. Je vais vous donner une preuve directe. Il y a quelque temps, ça ne fait pas 2 mois, 3 mois, il y a eu la visite du ministre des Affaires étrangères belge. Qu'est-ce qu'il a dit au Burundi? C'est pratiquement une déclaration de guerre vis-à-vis du Rwanda. Je sais. Mais il répondait sur ce qui venait de, se passer, de lui arriver. Donc, c'est une réponse de la réaction de... Mais non, justement. C'est là où vous devez comprendre, vous les jeunes. Parce que ce monsieur-là a une politique de la Belgique qui est là depuis longtemps. Cette politique de la colonisation ne s'est pas terminée. Et quand il vient ici, il veut encore la pratiquer. Parce qu'il est à la base de ce problème-là. D'abord, au niveau de l'indépendance. Le Rwanda et le Burundi ont suivi 2 trajectoires différentes. Lesquelles? La politique de diviser pour régner des Belges a fait en sorte que la théorie, la fameuse théorie des Hamid Bantou, ils la mettent au niveau des Bahutu et des Batutsi pour les diviser. C'est ça. Ça, c'est un. Et cette politique de diviser pour régner, il l'a réussi au Rwanda en 1959. Les premiers massacres de génocide, c'est en 1959 au Rwanda. Ce dont on a parlé, révolution sociale et tout ça. Mais au Burundi, il y a eu une différence. La différence, c'est laquelle? Le fils du roi, le prince Louis Rwagasore, s'est mobilisé depuis ses 24 ans pour dire non à la colonisation, non à leur politique de diviser pour régner, et il a réussi. Il n'y a pas eu 59 au Burundi, et pourtant, que ce soit Jean-Paul Aroa ou que ce soit Albert Moss, son envoyé, ils voulaient former des partis à caractère ethnique, entre guillemets. Je les mets toujours entre guillemets parce que même là, ça fait partie de notre aliénation. Et il a réussi à mobiliser les Barundi ensemble pour gagner les élections de 1961 où les Burundais étaient tous ensemble. D'accord. Au Burundi, la grande différence avec le Rwanda, c'est que les partis politiques de cette époque-là, que ce soit ceux qui voulaient travailler avec la Belgique et continuer à être colonisés, ou que ce soit ceux qui voulaient l'indépendance, il n'y avait pas de division ethnique, entre guillemets. Le PDC, le PP, c'est des partis, l'un dirigé par un Mutare, l'autre dirigé par une personne d'origine Hutu. Ils avaient la même ligne et appuyés par le colon. De l'autre côté, au niveau de Rwagasore, il y avait Rwagasore, il y avait Gendandumwe, les Bahutu, les Batutsi, les Baganois étaient tous ensemble. Et ils ont gagné au Burundi. C'est d'abord qu'il faut qu'au niveau de l'histoire, les gens comprennent que notre trajectoire au niveau de la lutte pour l'indépendance est différente. Le résultat est différent. Au Rwanda, il y a les premiers actes de génocide. Au Burundi, il y a la victoire de l'unité, la victoire du nationalisme, parce que Jean-Paul Aroa parle de nationalisme au Burundi. Oui, c'est vrai. Malheureusement, le colon, il n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue le prince Louis Rwagasore. Ça veut dire que la tête du nationalisme est décapitée. En 1962. 1961. 61 plutôt, oui. Parce qu'il a fait juste 2 semaines et demie. En 61, il était mort, mais on a pu avoir l'indépendance en 62. On a eu l'indépendance en 62. Et la trajectoire du Burundi, alors, c'est une trajectoire où maintenant on va parler de la responsabilité des politiciens burundais. D'accord. Parce que les politiciens du Burundi, au lieu de garder cette ligne-là du prince Louis Rwagasore, l'exemple du Rwanda a beaucoup influé sur eux. Parce que les personnes d'origine Hutu se sont dit « Ah, il faudrait qu'on fasse comme au Rwanda.
Et donc, ils ont mobilisé les uns et les autres au sein de l'UPRONA même. Donc, on peut se permettre de dire que c'est copier-coller. Voilà, ils voulaient faire comme le Rwanda. Ça, c'est ça, c'est du côté des politiciens dits Hutus. Au niveau des politiciens dits Tutsi, ils se créent la peur. Ils disent, mais il faut qu'on se protège pour ne pas être comme les Tutsis du Rwanda. Et ça, c'était en 1900 1962-63, c'est là où ça commence réellement. Après l'indépendance. Après l'indépendance. Pour les deux pays. Oui, non, pour le Burundi. Non, parce qu'au Rwanda, il y a le Parti Hutu qui est au pouvoir. Ok, en 62. En 62, c'est le Parti Hutu qui est au pouvoir. Parce qu'ils ont fait la révolution dite sociale en 59 pour que la Belgique continue à les coloniser. D'accord. Mais quand Kayibanda s'est rendu compte qu'au Burundi, on avait eu l'indépendance, alors il a dit « Ah, moi aussi je veux l'indépendance ». Mais dans le livre de Jean-Paul Haroy sur le Rwanda, il dit d'ailleurs Kayibanda l'ingrat parce qu'il a demandé l'indépendance. D'accord. Mais même en demandant cette indépendance, le premier gouvernement de Kayibanda, il y avait, je crois, si mes souvenirs sont bons, 4 ou 5 ministres belges dans le premier gouvernement du Rwanda. D'accord. Et c'est donc, pour moi, c'est vous dire que non, la colonisation, elle est toujours là. Elle est toujours dans nos têtes, mais elle est toujours aussi dans leur présence, au vu de la visite d'hier. Moi, je comprends très bien. Alors, on évolue un peu jusqu'à cette situation-ci. D'accord, parce que, étant là, c'est très très bien de dire ce que vous venez de dire. Quand tu dis que la colonisation est encore là, un jeune de 15 ans, tu sais pourquoi il va comprendre ça? À cause du message. Le message, on a tous vu le message. Même si eux, ils disaient, il vient répondre. Oh, it's okay. But on comprend. Donc, te permettre de dire des choses pareilles, pour eux, peut-être qu'ils veulent nous montrer qu'on est toujours là. On est toujours les propriétaires des dossiers. Mais pour ma troisième question ou quatrième question, parce que j'ai dit qu'on va faire 2 parties. Et les minutes, la première partie est déjà, pas à la fin, mais on reste 5 minutes ou 4. Mais on va jongler avec ça avant d'entrer dans la deuxième partie parce que ça se complète. Maintenant, tu nous dis, on arrive, tu venais d'arriver maintenant. Voilà, à la situation de maintenant. La situation de maintenant, il faut l'allier avec ce qui se passe au Congo. On a commencé à dire, le thème c'est le Burundi et le Rwanda, vous vous en souvenez, mais maintenant il vient de dire, malheureusement, on est entre-temps, il y a la coalition du Congo. Et on est obligé d'y aller. Comment est-ce que le sujet du Congo n'était pas là dedans? Il faut m'excuser. Comment alors, le Congo entre comment? Le Rwanda et le Burundi, sous Nkurunziza. Parce que quand Nkurunziza est venu après l'accord d'Arusha et tout ça, il y a eu de très bonnes relations entre le Rwanda et le Burundi. D'accord. Entre Nkurunziza et Kagame. Il reste avec l'accord d'Arusha parce qu'on va y revenir dans la deuxième partie. On va y revenir parce que l'accord d'Arusha nous a permis que les hommes politiques travaillent ensemble et tout ça, c'était l'orientation. Et ça nous a permis d'avoir de nouveau de bonnes relations avec le Rwanda. Le Rwanda, oui. Et malheureusement, la question du M23, entre 2011 et 2012, et ça les observateurs n'y attachent pas beaucoup d'importance. Je peux me permettre de dire quelque chose, pardon? Oui. Tu viens de dire le 2011? 2012. Donc M23 était déjà là. M23, c'est là où il a... D'accord, là je m'adresse aux personnes de 2025 qui nous regardent. Il a attaqué. Non, c'est pour te montrer que ça vient. Donc il y a une personne qui nous regarde qui ne savait pas que 2011, on parlait déjà du M23. Oui. Ah bon. Mais pour vous dire, pour vous montrer que la situation d'aujourd'hui découle de cette situation. Voilà. Moi je sais, mais j'explique à nos téléspectateurs parce que l'émission c'est pour eux. Il faut que les gens comprennent. Donc vous comprenez que M23 avec tout ce qu'on entend, ça date pas d'aujourd'hui. Alors, il y a l'implication de 1, 2, 3, 6 pays. Lesquels? La RDC. Parce que le problème du M23 est en RDC. Le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et le Malawi. Ah bon?
Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lorsque le M23 prend Goma, je vais y impliquer aussi un autre pays extérieur qui est la France. Ça, j'attendais ça. La France, avec la question du FDLR au Congo. La France qui protège toujours le FDLR à cette époque-là, c'est François Hollande, invite Kikwete à Paris pour lui donner une mission. La mission, c'est de empêcher le M23 de s'installer au Nord Kivu. D'accord. Pour protéger les FDLR. Oui. Kikwete prend la mission et d'abord s'adresse à Nkurunziza. Qui était le président, du Burundi, Pierre Nkurunziza. Il lui dit, nous devons aider au Congo. Si tu as suivi, maintenant tu es journaliste, tu connais l'affaire Manirumva au Burundi. Très bien. Est-ce que tu n'es pas en train de voir jusqu'où ça va aller? Moi, je comprends. Très bien. Mais les spectateurs, il faut qu'ils comprennent ça. Oui, oui. Parce qu'il faut que vraiment vous compreniez tout ce qui est autour de cette question. C'est extrêmement important. Et c'est mon objectif en faisant ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne vous donne pas. Oui, il y a aussi de mauvaises malinformations, des toxiqués qui ne sont pas... Tout à fait. C'est juste une question de géopolitique. Oui, ici. Effectivement. Alors, l'affaire Manirumva, si vous vous rappelez, c'est que Manirumva a voulu démontrer, et il avait déjà des preuves, que des armes transitaient par le Burundi pour aller au Congo, au niveau des FDLR et tout ça. Il a été tué, et tué par qui? Par les services de renseignement du Burundi. Tout le gouvernement de cette époque-là. Ça veut dire que les relations entre le Rwanda et le Burundi, à ce moment-là... J'espère que vous venez de comprendre. Voilà. Ouais. Et ça a continué jusqu'aujourd'hui. Ndayishimiye est l'héritier de cette orientation. Exactement. Et il a continué. Et il ne faut donc pas s'étonner de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui si vous connaissez toute cette géopolitique qui a fait que tous ces pays-là entrent dans la problématique. D'accord. Alors, la France a demandé aux Nations Unies de couvrir l'opération où Kikwete a appelé l'Afrique du Sud et le Malawi pour former une coalition qui va aller, sous le couvert des Nations Unies, mettre le M23 en déroute. Ça, c'est je dirais la deuxième déroute du M23 à cette époque-là. Et dans la foulée, il y aura 2015. D'accord, oui. Et 2015 est lié aussi à ça. Parce que ceux qui ont aidé Nkurunziza à ce moment-là, ceux qui lui ont demandé plutôt de les aider, ils n'aimeraient pas que Nkurunziza quitte le pouvoir et qu'il vienne quelqu'un qui ne connaît pas ce deal. D'accord. Ce deal politique. D'accord. Et donc, quand des gens voient que Nkurunziza insiste pour rester au pouvoir et tout ça, et que même au sein de son parti, on dit non, il faut que tu... on ne s'explique pas pourquoi il se cramponne tellement. Quand tu dis 2015, c'est le fameux troisième mandat. C'est le fameux troisième mandat. Et ce troisième mandat est lié à cette problématique-là. Oui, et quand tu nous as dit que président Ndayishimiye, c'est l'héritier de... Absolument. Donc ça veut dire que l'État, avant d'entrer dans la deuxième partie des relations, cette fois-ci, l'État actuel, c'est l'héritage du fameux troisième mandat. Cette problématique-là, du troisième mandat, et le troisième mandat est lié à la question du M23 et du FDLR, il faut que les gens le sachent, parce que la géopolitique, vous n'y attachez pas beaucoup d'importance, alors que c'est le point clé, le mot clé, oui. Et je dirais que l'un des pays qui ont soutenu que Nkurunziza y reste, les pays occidentaux, en tête se trouve aussi la France, parce qu'elle avait fait ce deal-là.
Est-ce que jusque-là, oui, la France, je comprends, est-ce que jusque-là, la Belgique n'a pas un pied dedans? Non, la Belgique était un peu loin par rapport à ça. Parce que c'était pas son problème majeur ne se trouvait pas là. Ses intérêts majeurs n'étaient pas encore là. Mais la France, elle y était vraiment impliquée dans cette question avec le FDLR, le M23 au Congo. D'accord. Et je vous interromps, vous allez continuer. Oui. J'allais dire ma dernière question pour cette première partie, avant d'entrer dans le vif du sujet des relations. Vous venez de nous expliquer, cette fois-ci, ce n'était pas le Burundi et le Rwanda seulement, le Congo est là-dedans, M23. Oui, depuis. Donc, en terminant la première partie, avant d'entrer cette fois-ci, comment est-ce que tout ce cheminement a pu nous poursuivre jusqu'en 2025, avec tout ce que vous venez de nous expliquer des le triangle là, Congo, Burundi, Burundi, Rwanda, Congo. Cette fois-ci, la France est là-dedans. Le dernier mot, le dernier commentaire pour dire après comment on est là aujourd'hui, ce serait quoi pour vous? Ma dernière question est simple. Avant d'entrer, vous nous avez dit l'accord d'Arusha. On va parler de ça dans la deuxième partie. Est-ce qu'il y a eu un jour où les gouvernements de tous ces pays, ils se sont concertés pour dire, OK, quelle est la solution? Est-ce qu'un jour, ils se sont assis ensemble? Est-ce qu'un jour, parce que je crois que si tu peux faire cette analyse-là, eux aussi, ils étaient au courant. Est-ce qu'il y a eu le temps pour ces trois pays? Donc, ma dernière question est, c'était quoi la suite? Pour parvenir à faire quelque chose de cette situation-là quand même. Malheureusement, justement, si on parle de 2011-2012 au Congo, qui a des interactions au Rwanda et au Burundi, à Tanzanie et tout ça, et qui a des répercussions avec 2015 et la suite, 2015 a créé un très grand nombre de réfugiés. Donc 2011-2015, on créait un très grand nombre de réfugiés des trois pays. D'accord. Des trois pays, du Burundi, du Rwanda, de la RDC. Vous voyez les FDLR qui sont là-bas, écoute, leur pays c'est le Rwanda, même notre pays c'est le Burundi. Les Banyamulenge qui sont au Burundi, au Rwanda, et c'est leur pays, c'est le Congo. Il ne faut même pas aller loin. J'ai pu regarder une des émissions que vous avez fait, vous vous êtes introduit, vous nous avez dit, maintenant vous vivez où? Au Rwanda. Je suis où? Voilà. Je suis ici. Et qu'on le veuille ou non, on habite ici avec une autre étiquette de réfugiés. On est des réfugiés. Donc la question des réfugiés est liée à toute cette problématique-là. Exactement. Et si cette problématique-là, les pays qui sont, laissez-moi utiliser le mot belligérants. Merci. Si ces belligérants ne se mettent pas ensemble pour régler tout ce problème-là, ensemble, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Congo, on se focalise sur le Congo. Mais on ne se focalise pas sur le Burundi. Merci. Pourquoi? Alors que c'est lié. Alors que c'est lié. Voilà. Voilà ce que je viens de vous démontrer, vous le voyez, avec toutes ces implications-là, avec la visite du ministre des Relations extérieures de Belgique. Avec le message qu'on a tous entendu. Qui disent qu'il va équiper le Burundi en armes, le ministère de la Défense, la police, etc. Oui. Vous voyez très bien que ce ne sont pas des messages de paix. Or, nous, les réfugiés, nous voulons qu'il y ait la paix pour que nous puissions retourner chez nous. Oui, je dis toujours... Voilà. Oui, vous venez de terminer sur une belle note. Pour qu'on puisse retourner chez nous un jour. Absolument. Le mot réfugié, personnellement parlant, c'est un mot qui fait mal. Surtout quand on te dit réfugié, on n'est même pas au Canada ou aux États-Unis, on est à quelques heures de... Donc, pour terminer la première partie, merci beaucoup, on va enchaîner, mais je dois terminer la première partie. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses venant de quelqu'un comme vous. Parce que si je me mets ici devant la caméra, moi, ou une autre personne de ma génération,
c'est autre chose. Mais quand vous avez vécu ça, il y a vous avez participé à certains, on va en revenir. C'est bien vous venez de nous expliquer, les personnes vont entendre au moins la base. Pour que cette fois-ci, on parle de la dégradation, si je peux me permettre de dire, et de l'état qui s'est empiré jusqu'à maintenant. Donc, merci beaucoup. On va continuer avec la deuxième partie parce que j'ai très très bien dit que je vais vous exploiter. La bibliothèque qui est avec moi, je vais très bien l'exploiter. Donc, chers téléspectateurs, restez avec nous. C'est la première partie qui s'achève, mais on reste là pour la deuxième partie. Merci.